Sur notre réunion ce matin, bon, tout de suite, je vais vous dire un mot sur la conférence de presse du président, affaire qui relève du cadre privé. Je poserai tout à l'heure une question à 15 h au nom du groupe, donc ce qui veut dire concrètement, je ne vais pas répondre à vos questions là sur le sujet. J'interviendrai à 15 h pile. Sur la vie privée? Oui, enfin sur la... Oui. Vous voulez pas nous en Non, non, on va pas dans les... Non, non, mais à 15 h je poserai la question au nom du groupe. Sur les autres sujets, parce qu'il y a quand même d'autres sujets aussi. Tout d'abord sur la RCA. Vous savez qu'on avait demandé depuis plusieurs semaines d'avoir une mission parlementaire sur l'engagement de nos troupes en RCA. Nous avions, le groupe UMP, soutenu l'envoi de forces sur place, mais en même temps posé d'ailleurs un certain nombre de questions, et depuis, on voulait avoir une mission d'information, ce qui m'avait été refusé la semaine dernière par la conférence des présidents, et le président de l'Assemblée vient d'acter tout à l'heure qu'il y aurait, en conférence des présidents, qu'il y aurait une délégation de la conférence des présidents qui se rendrait sur place lorsque les conditions de sécurité le permettent. Donc, bon, c'est un bon point, je le soulignais, parce que ça me paraissait invraisemblable que le Parlement ait à se prononcer d'ici le 5 avril sur le maintien des forces sans avoir les informations. Donc, les commissions continuent leurs travaux, mais parallèlement à cela, il y aura une délégation de la conférence des présidents. La composition sera faite par les groupes, on verra quelle forme, le nombre de personnes qu'elle prendra, mais bon, ce sera paritaire, ça l'est toujours, donc point de satisfaction, donc autant le souligner. Ensuite, sur les sujets d'actualité, on va avoir le texte sur la charte régionale, enfin des langues régionales. Bon, je ne reviens pas sur l'historique, hein, vous savez que cette charte avait été adoptée par la France en 1999. Suite à ça, le Conseil constitutionnel, dans la foulée, s'était prononcé, et en opposition à sa ratification, en disant qu'elle s'opposait à l'article 2, notamment l'article 2 de nos constitutions, qui stipule que le français est la langue de la République. En 2008, on a fait une avancée, bon, je considère comme importante, qui a été de dire que les langues régionales faisaient partie de notre patrimoine national. Et la position du groupe aujourd'hui est de rester sur la Constitution telle qu'elle est, et de ne pas modifier. Alors il y aura sans doute, pour des raisons régionales, échappe à personne, quelques votes qui seront différents, et encore c'est à voir, on va voir comment les choses vont évoluer, mais la position très majoritaire au groupe, c'est d'être hostile à cette réforme. Et aussi d'ailleurs sur une raison de forme, qui est d'ailleurs assez surprenante, c'est-à-dire d'utiliser la PPL, vous savez que la PPL constitutionnelle oblige à passer par la voie référendaire. Après. Donc ça paraît assez surprenant, je crois qu'on est dans une opération de passe-passe qui vise à donner un gage à Jean-Jacques Urvoas, en sachant qu'après, je ne sais pas où on atterrira. Là, c'est le président de la République qui a représenté un référendum sur ce sujet. Donc voilà la position que l'on a là-dessus. Dernier point sur un autre texte qui vient en débat aussi, celui sur les ondes. On est très opposé à ce texte, hein, où la manœuvre est claire dessus, c'est que les Verts, tous les recours des Verts ont échoué sur les ondes électromagnétiques. Ils cherchent aujourd'hui à avoir un support législatif pour pouvoir générer de nouveaux recours, mais bon, ils partent du principe présumé qu'il y a des risques en matière de santé avec la présence des ondes électromagnétiques. Or, que ce soit l'ANSES, ou l'Académie de médecine, dit qu'il n'y avait aucun risque avéré. Donc on est très hostile à ce texte. Qu'est-ce que vous attendez comme éclaircissement de Hollande sur le plan de la politique économique et des rapports avec le patronat? On attend des faits, c'est-à-dire que les promesses du président de la République,
on a une perte, à chaque intervention, on a une perte de crédibilité de la parole présidentielle. La dernière parole, sa dernière intervention, c'est de dire qu'il considérait qu'il y avait trop d'impôts au moment même où on venait voter, c'est-à-dire 2 jours après avoir voté la loi de finances qui mettait 12 milliards d'impôts nouveaux sur l'année 2014. Enfin, c'est quand même invraisemblable. Et le président de la République qui nous dit le soir de ses vœux, il y a trop d'impôts. Enfin, mais pourquoi avoir fait voter à sa majorité 12 milliards d'impôts nouveaux pour l'année 2014 ? C'est les 6,5 milliards de TVA, c'est l'augmentation des cotisations retraite à la fois pour la part salariée et pour la part employeur, et puis c'est toute la douloureuse qui va arriver au mois de septembre avec la feuille d'impôt, où on a la baisse du quotient familial, on a la fiscalisation de la complémentaire santé, on a la fiscalisation des droits familiaux, enfin 12 milliards d'impôts en plus pour 2014. Donc aujourd'hui, ce pacte ressemble à quoi ? Le problème du président de la République aujourd'hui, c'est sa crédibilité dans son expression. Et au fond, vous n'êtes pas mécontent qu'il y ait cette ouverture, semble-t-il. Mais il n'y a aucune ouverture. Il n'y a aucune ouverture. On est dans des pétitions de principe qui n'ont jamais, à aucun moment, été suivies des faits. Et la crédibilité de dire il y a trop d'impôts au moment même où 2 jours avant on fait voter à sa majorité 12 milliards d'impôts supplémentaires, ou de dire qu'il faut faire une grande réforme territoriale 3 jours après avoir fait voter la loi sur les métropoles, c'est invraisemblable. Et donc chaque expression du président, c'est une perte de crédibilité dans la parole présidentielle. Sur le texte agriculture, c'était alors, très opposé, bon, on l'a démontré tout au long du débat, d'ailleurs avec une belle mobilisation des parlementaires sur ce texte, où on a vraiment un clivage entre la vision de la majorité, la vision de gauche sur l'agriculture, et celle portée par l'UMP. Nous sommes attachés à un principe qui est celui du développement durable, c'est-à-dire que ça repose sur un pilier, la vocation économique. L'agriculture a d'abord une vocation économique. Et ensuite, elle doit être facteur de progrès social pour ceux qui travaillent, et tout en respectant l'environnement. C'est ça les 3 piliers. Et on s'est opposé en permanence sur ce texte à la vision de la majorité et du gouvernement qui sont sur une vision d'une agriculture d'occupation de l'espace et pas du tout à vocation économique. Dans pratiquement tous les débats, si vous reprenez les débats, c'est à chaque fois là qu'il y a eu le clivage. Il y a 2 visions. Au moment où on a une augmentation très forte de la demande alimentaire mondiale, l'agriculture doit jouer tout son rôle et l'agriculture française doit prendre toute sa place, aussi bien au sein de l'Union européenne que sur la scène internationale. Or là, on est dans une logique invraisemblable de désarmement total. Au moment, au contraire, il faut être agressif sur les marchés, sur l'ensemble des secteurs. Donc c'est ça qui nous a... je crois qu'il y a une vraie ligne de fracture aujourd'hui sur la vision de l'agriculture, avec un autre argument qui est que aujourd'hui le secteur agricole et agroalimentaire représente en termes d'actifs, alors à discuter autour de 20%, un peu moins de 20% des actifs. Alors, souvent, l'argument utilisé, c'est de dire mais c'est l'agroalimentaire, l'agro-industrie, etc. Mais il n'y a pas d'exemple dans le monde où une industrie agroalimentaire existe s'il n'y a plus de production. Or là, on est dans une logique. Je me souviens dans l'article 1 de mémoire, ça doit être le tiret 23 de l'article 1, où il est stipulé que le nombre d'agriculteurs est lié à la nécessité d'accessibilité au terrain et à l'occupation de l'espace. C'est-à-dire pas un mot sur la vocation économique. Une exploitation agricole, c'est d'abord un projet économique. Donc on est sur une vraie position de clivage assez dure. Et bon, c'est Antoine Herth qui fera tout à l'heure l'explication de vote. Sur le logement. Le texte sur le logement, nous sommes opposés à ce texte. Alors
il y a noté la marche arrière de la ministre sur la GUL, sur la garantie universelle des loyers, mais on reste sur un texte qui est très antipropriétaire, et à partir de ce moment-là, qui va contribuer à figer le marché locatif et le marché du logement. Donc c'est une opposition, et puis bon, l'approche globale que l'on a, on est sur un texte qui est très antipropriétaire et donc qui ne libère pas le marché du logement, mais qui au contraire le fige. C'est bon ?